Anjama kuchangoro nakunda. Njoya ngamba. Anjama kuchangoro nakunda. Njoya ngamba. Mwana moko. Njoya serere. Anajuka nangawa. Nyangara kananga kabuja rubeki kundunda. Ari banja mjura. Ari manana. Aye mwana matekila. Nunu mugata mate ya ubewa. Mutanda tafenda dongi chwaki. Awata mutaka upera ngorongo. Yati burubura matu nukutaka na chaja. Nanu mutaka ngorongo na. Nyore mama po. Echuchu nunu ndana. Watinga tunu dinga. Wati kutinga nunu kutingo. Bana. Inu banana no tamara dongo. Nabiana bana inu tunu rumba. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans l'histoire des voûtés de Ngila, guerrier courageux et mystérieux qui a façonné son destin à travers les âges. La reconstitution historique et les témoignages donnent vie à cette civilisation guerrière, révélant leur mode de vie, leurs batailles et leur culture. Cette émission met en lumière l'esprit de combat de ce peuple ancestral. Bienvenue dans l'univers des peuples voûtés de Ngila. Je voudrais vous remercier de l'initiative que vous avez eue de donner aux uns et aux autres de comprendre le village Ngila dans son ensemble. D'où viennent les populations de Ngila? Oui, c'est une très longue histoire. D'abord, contrairement à la configuration sociologique de la région du centre et de l'arrondissement de Nkuy, nous ne sommes pas les Bantous. Nous ne sommes même pas les Sémi-Bantous. Nous sommes les Soudanais. Nous venons du Soudan occidental à travers des migrations longues ayant traversé, partant de l'Afrique de l'Ouest, d'abord les similitudes de faciès et de noms. On retrouve par exemple à Ouagadougou ou au Burkina Faso aujourd'hui, dans l'ancien Fouta Djallon, les familles Mossi, les Mossi. En Ngila aussi, il y a une famille Mossi. Voilà une analogie qui ne relève pas du hasard. Donc, à travers les différentes migrations, les peuples voûtés, en général, ayant passé par s'agissant du Cameroun, à Bagno, qu'on appelle Bamio, une terre de production, Tibatu, c'est-à-dire Tibar, le pays des mares, il y a beaucoup d'eau, Tibati. Donc vous avez à Tibati, il y a beaucoup de voûtés. Les voûtés font partie des autochtones de Tibati. Ensuite, on va descendre parce que les ancêtres, qui sont les fondateurs de Ngila et de Nté, s'étaient détachés du côté de Guéré, en pays voûté, en descendant toujours, et c'était des chasseurs. C'était des grands chasseurs, et vous savez que autour des chasseurs, parce qu'il y a la nourriture, il y a toujours du monde. Et la tradition nous dit qu'ils sont allés rencontrer les deux, Ngrang et Ngouté. Ngrang et Ngouté, il faut bien retenir cela. Ils sont allés rencontrer une vieille maman qui était une traditionnaliste, qui savait organiser un certain nombre de choses sur le plan traditionnel pour leur donner la force et l'énergie vitale pour les conquêtes, pour beaucoup plus de chasse et de conquêtes. Donc, cette vieille maman qui était aveugle leur a dit de revenir demain, le lendemain. Apparemment, d'après ce qu'on nous dit, Ngrang serait reparti avant et il a donc reçu le paquet qui avait été préparé pour eux. Et il n'a pas dit à son frère, quand Ngouté est reparti, la femme dit, mais vous n'étiez pas ici. Elle dit que non, on n'était pas là. Elle s'est battue pour lui trouver aussi son paquet. Mais ce paquet n'était pas aussi consistant que ce qu'elle avait pris la peine de confectionner.
Donc, c'est sur ces entrefaites que les deux frères, munis du sac, comme on dit dans certaines autres tribus, ont commencé à voir leur aura grandir, à progresser dans la conquête et à drainer les gens derrière eux et à devenir de plus en plus célèbres et nombreux. Quand ils sont arrivés à Machari, ils avaient une intention d'aller renforcer leur pouvoir de conquête et de chasse à travers l'eau bouillonnante. L'eau bouillonnante ici, Mokore, la mer, l'eau qui bouillonne. Donc ils avaient vu ça de manière religieuse et mystique la nuit au cours des voyages interstellaires. Donc c'est comme ça que, ne sachant pas quelle direction prendre, ils se sont divisés en deux groupes. Le groupe qui devait descendre tout droit et le groupe qui devait aller par l'ouest. Il y a la conquête du sud et la conquête de l'ouest. C'est comme ça que, chemin faisant, ils ont trouvé les petits villages qu'ils ont eu à soumettre parce que c'était des grands guerriers et ils ont créé une notabilité guerrière autour d'eux et une économie de guerrières et une économie liée à la chasse qui faisait d'eux vraiment les seigneurs. Lorsqu'ils sont arrivés à Ngila, qu'on appelle Ndouba, le vrai nom de Ngila c'est Ndouba, et matérialisé par une colline là, Ndoubacho, où sont allés pratiquement s'installer, c'est-à-dire là, le haut, Ngila en haut. Donc c'est là où ils sont allés. Et c'est aussi un espace qui a toute une histoire. Vous voyez, la route est venue avec la colonisation. Donc, ils étaient là-bas. Et lorsque la route est arrivée, ils sont descendus au site actuel. Mais ils ont aussi connu en Guinée un certain nombre de problèmes avec les Fulbe et Ousmane Dan Fodio, qui étaient des guerriers aussi, des guerriers à cheval, et qui vivaient des razzias. Donc ils avaient presque le même mode opératoire. C'était des guerriers, et il y a eu, chez ces autres, la différence, c'était la puissance de la mobilité à travers la cavalerie, à travers les chevaux. Mais, lorsqu'on lit l'histoire de Mohamed Eldridge, qui s'est beaucoup intéressé à la vie de Babouté et surtout aux chaufferies d'Engila et de l'unité, on retrace cette lutte avec les Fulbés, cette guerre avec les Fulbés. C'était une grande bataille, la bataille de Ndouba. Et il y a donc eu le retranchement des populations sur la colline. Vous voyez, une méthode qui n'est pas loin de celle que les Allemands ont souvent utilisée pour dominer et pour voir loin. Or, les Fulbés, qui sont dans une zone sahélienne où le paysage n'a aucune frontière pratiquement, où il n'y a pas de barrière, se sont d'abord heurtés à la difficulté de cela. Et ils ont eu l'idée de creuser les tranchées. Les tranchées n'étaient pas un secret pour eux parce que la chasse à l'éléphant se faisait à travers les tranchées. Donc, ils ont creusé les tranchées où les Fulbés sont venus se casser la figure, leurs chevaux, à Mepim. Mepim, c'est un cours d'eau où il y a eu la bataille du monde contre les Fulbés. Et les Fulbés ont essuyé un revers qui n'a pas de nom. Lorsque vous lisez les écrits de Von Morgan ou les écrits de Jean-Louis Siran, chercheur à la CNRS, vous comprenez bien les détails de ces combats-là. Alors vraiment, il y a donc une guerre ni vainqueur ni vaincu. Ce qui fait que Ngila n'a jamais été un vassal de la chefferie
de Ousmane Dan Fodio, encore moins les Tibati, etc. C'est donc ainsi que, après cette guerre contre les Fulbe, la marche vers l'eau bouillonnante continue, mais avec une base, Ngila. Voilà donc comment est né Ngila. La première ville voûtée, c'est la ville de Tibati. Lorsque les Fulbe sont descendus, guerroyer avec nous, et ils nous ont vaincus, ils sont descendus vers le sud. C'est ainsi que on a pris la zone du nord du centre, c'est-à-dire à partir de Yoko et jusqu'à Anguilla. Donc, c'est ainsi que le peuple voûté a trouvé quand même certains habitants ici qui étaient les Babek. Ils les ont repoussés un peu plus bas et sont installés à Anguilla. Ils étaient arrivés jusqu'à Komutu. D'où vient le nom Komutu? Komutu vient du nom lit de fierté. Les Baboutés étaient jusqu'à Komutu. Ils comptaient aller jusqu'à la mer, l'océan. C'est les Allemands qui ont demandé au fut de replier que la guerre est finie. Dans l'histoire, leur vision c'était d'arriver jusqu'à l'océan. Parce qu'ils avaient appris qu'il y avait l'océan, la mer, il fallait qu'ils arrivent là-bas. On a traversé une pluie à Sanaga au rythme au pas de guerre, avec des soumissions. Donc, c'est des souvenirs un peu douloureux sur le plan social, mais c'était ça. Jusqu'à Kometou, la rencontre avec les Allemands. C'est une rencontre qui a stoppé la descente vers la mer, vers le Mokore, vers l'eau bouillonnante. La rencontre à Kometou avec où ceux qui étaient là avaient été soumis et où il y avait ce qu'on appelle un trône. Ko en Babouté veut dire le lit. Et chez nous, le chef s'assoit sur un petit lit là qui est un trône. Et ça, c'était le corps de la fierté, comme tout. Quand les Allemands ont demandé c'est où ici, on a dit c'est comme tout. C'est-à-dire l'endroit conquis et où il y a un trône de la fierté. Un trône de l'orgueil. Les Foutés, descendants des Soudanais au triple point de vue somatique, historique et linguistique, se trouvent aujourd'hui dans le Mbamekime, la Damawa, la Haute-Sanaga, le Lomé-Direm et le Mayo-Banyo. Nous pouvons considérer Banyo comme point de départ de migration des populations voûtées. Elles seraient parties vers le sud du plateau central par les bandes de Ngouté et Ngila et de Donméré. Les voûtés conduits par leur chef Voukto s'installent dans le plateau de la Damawa au XVIIIe siècle. Harcelé par les Fulbe en quête d'esclaves, Voukto va se retirer à Yoko, où il donnera naissance à des jumeaux, Ngila et Ngouté. À l'âge majeur, ils aidèrent leur père à combattre les Fulbe. Après leur exploit face aux Fulbe, les deux frères se vantaient d'être issus d'un clan ayant le génie de la guerre et possédant tous les secrets de la polymorphisation et de la duplicité. Après la mort de Voukto, Ngila et Ngouté scindèrent le nouveau royaume de leur père en deux. Ngouté s'installa à Linte et Ngila fera de Ndumba sa capitale, qui plus tard prendra le nom de Ngila. Parce qu'à l'époque, on disait Ngrankwe, c'est-à-dire le village d'Ngram. Les villages s'identifiaient par le nom de leur souverain. Hein? Donc, c'est comme ça donc, que Ngrankwe est devenu Ngila, par la déformation par les Allemands. Mais le nom original c'est Ndouba. Ça, c'est une appellation administrative allemande que nous avons, qui s'est imposée à nous. Et voilà. Et que vous dites Ngran ou Ngila en langue voûtée? Ngran. Ngr est un fauve.
C'est un fauve, la panthère. C'est un fauve. Grand, c'est l'appellation d'un chef. De son nom, même ce qu'il s'appelait Gautier. Gautier, mais grand envoûté, c'est le chef guerrier. En fait, il y a un guerrier, un chef. Lorsqu'il crée le village Ngila, aujourd'hui, ce village s'étend d'où à où? Est-ce qu'on peut avoir des limites? Ngila a des limites. Il y a des limites traditionnelles et des limites administratives. Sur le plan originel, mon grand-père Moussi, fils de Gomté lui-même, fils d'Engra, était le notable de la chefferie d'Engila à Vundu. C'est-à-dire au cours d'eau qui passe là. Jim, c'était la limite d'Engila à Jim, qui plus tard est devenu Voudou. Voilà. Côté nord. Le côté sud, c'est avec nos frères Bavek, entre le quartier Ngila Aoussa, le quartier Aoussa de Ngila, et les Bavek du canton Bavek de Ndimi, à Ekpakura. Et ça entre là à Mangere. Et de l'autre côté là-bas, notre limite c'était avec Mbandjok. C'est parti d'Engila jusqu'à Mbandjok, ça faisait autour de 60 km. Les gens allaient là-bas à pied parce que dans ce qu'on peut appeler la diaspora voûtée, dans la migration dont nous avons parlé plus haut là, les Baboutés se sont éparpillés, il y en a qui sont allés du côté de l'Est, et nous avons des cousins dans la côte Sadaga, en Mbandjok, et un peu plus haut. Donc, nous avons les limites avec ces cousins-là. À l'ouest, j'ai dit ça à Voudou. Au sud, c'était avec la communauté, avec l'Indimé, et du côté nord, avec le village Issadia. Voilà, avec des ramifications internes qui ont fait l'objet de certaines revendications. Le village Ngila a connu plusieurs souverains qui sont Mvukto, Gomté, fils de Mvukto, Nion, frère de Ngomté, Lima, frère de Nion, Mvomane, neveu de Ngomté, Vetiri, fils de Gomté, Tipane, frère de Vetiri, Mosigarba, fils de Gomté, Gomté Moussi, fils de Mosigarba, Abdoulaye Moussi, frère de Gomté, Dar Gomté, fils de Abdoulaye Moussi, le souverain actuel. Je dois dire que il a été dirigé par une dynastie princière, la dynastie Mounier. Mounier, chez les Baboutés, ça veut dire les enfants violents. Un Mounier est essentiellement violent. Sinon, était, parce que les lois et règlements du pays, il n'y a plus de guerre maintenant pour exprimer cette notion de violence et de conquête. La violence et la conquête se passe à travers l'acquisition des connaissances et des compétences. Mais à l'époque, cette famille avait pour devise la violence, de conquête. Donc cette chefferie reste une chefferie de Mounier, qui est une famille, une dynastie très grande. Alors, quelles sont les grandes familles qui composent le village Ngila? Les grandes familles qui composent Ngila, il y a d'abord la famille principale, c'est-à-dire les Mouniers, qui sont non seulement les autochtones, mais qui sont les gestionnaires de ce patrimoine. À côté de ces familles, comme dans toutes les sociétés baboutés, il y a une répartition clanique. Il y a les clans. Il y a les grandes familles. Il y a les familles qui se sont illustrées par la guerre. Il y a les gens dont la notabilité ne souffrait de quoi que ce soit, qui sont les grandes familles, et aujourd'hui qui ont repris ces notabilités.
Je pense par exemple aux grands notables comme les Mvoudjibri, comme les Yachon, comme les Nga, et des guerriers comme Lemkwai, la famille Lemkwai, la famille Mvlambi, etc. Il y a donc ces grandes familles, mais à côté de ces grandes familles, il y a les familles qui relèvent du clan, comme chez tous les Baboutés. En général, on a, je crois, 7 ou 8 clans, les Ndemu, les Guéneux, les Tor, les Yeux, les Nyoneux, les Boundor, qui sont une alliance avec les Bamoun, pas les Bamoun, les Tikar, et je crois, de mémoire, je ne peux pas bien les citer, parce que il y a 7 ou 8 clans. Restons dans la chefferie de Ngila. Et comment se désigne un chef? Comment ces peuples désignent leur chef? Le choix du chef en Ngila, ça ne se passe pas par élection. C'est par notabilité et ça part aussi des descendants du chef. C'est pas n'importe qui peut se présenter comme candidat à la chefferie d'Engila. Pour être chef en Ngila, il faut être dans la lignée chefale. Et la chefferie est patriarcale. Donc, c'est des garçons, les hommes qui peuvent être chefs en Ngila. Et pour maintenant trouver un chef, c'est les notables qui se réunissent, regardent parmi les enfants du chef qui peut les gouverner. Qui peut gouverner le peuple que nous sommes. On va l'attraper. Ce n'est pas par élection. On l'attrape au petit soir. Et on fait les manifestations, on fait les rituels. Et le matin, on le présente, afin que les procédures administratives suivent. Il y a des gens qui croient qu'on choisit le chef. Vous pouvez être ça, mais il n'y a qu'une seule place, on est chef. Et quand ce couronne avait été posé sur nous par le Seigneur, les ancêtres vont aussi accepter. Et en vous, les habitants du village vont donc vous choisir. Ce n'est pas les habitants, parce que pour devenir chef, on ne politise pas cela. On est d'abord chef. Est-ce qu'on vote comme chez d'autres peuples, il y a élection du chef, ou alors c'est les notables qui choisissent, ou alors c'est le chef qui désigne son successeur? Chez les Vouté d'Engila, ça se passe comment? Oui, chez les Vouté, d'abord c'est le chef. Un père, parce que l'appellation du nom père c'est quoi? C'est l'enfant d'un chef, qui ne peut que être chef si ton père était chef. Si ce n'était pas ça, les gens devraient aller chercher les gens n'importe où, ou bien les hommes politiques qui sont puissants pour venir être chefs. Et c'est pour cette raison qu'on appelle l'enfant d'un chef prince. Et parmi le chef qui est en place au pouvoir, il ressent parmi ses enfants. Il peut donc revoir l'enfant qui peut le remplacer. Et avant même d'abord cela, quand la mère est enceinte, sa femme est enceinte, et qui voudrait donc un successeur parmi ses enfants, il veut d'abord commencer à initier l'enfant là, étant dans le ventre de sa mère. Donc, vraiment, la chefferie est c'est un héritage. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça se passe, mais le chef peut choisir parmi ses enfants celui qui va le remplacer en fonction des critères qu'il se donne. Et souvent, quelquefois, ceux qui ont été choisis n'ont pas régné. Ils ne sont pas arrivés à être désignés comme chef. Mais ce qu'il faut retenir, la chefferie
Mounier est une propriété des Mouniers et les chefs sont choisis parmi les Mouniers. Il n'y a pas une immixtion de la notabilité pour le choix du chef Mounier Anguilla. C'est les Mouniers qui choisissent leur chef, soit en fonction de ce qu'ils savent, de ce qui a été dit, soit en fonction des intérêts qu'ils pensent qui peut donner au village la prospérité, le développement, le rassemblement et la force de la famille. Voilà, le mot de désignation, il est assez simple. Ce n'est pas, la chefferie d'Anguilla n'est pas une chefferie élective, c'est une chefferie héréditaire. Et cet héritage, si ton père a été chef, tu peux être chef. Mais avec les aménagements de l'administration, on parle maintenant de la famille chefale. Et Anguilla, cette famille est large et vaste. Mais il est retenu et il doit être retenu que la désignation du chef se passe en conclave de princes qui choisissent parmi eux ceux qui doivent, celui à qui il confie la gestion du pays. Je prends un exemple. Quand mon grand-père Mossi est mort, mon père était postier, il était à Doumé. En réalité, son père avait désigné comme successeur son homonyme. Parce qu'ils étaient du même clan. Mossi Abdoulaye. Mossi, c'était son homonyme. Abdoulaye, comme il avait embrassé la religion islamique, Allah, c'est-à-dire l'esclave de Dieu. Donc c'était son héritier. Mais il était très jeune. Et quand son père est mort, on avait une grand-mère, il y a la grand-mère de Vundu, c'est-à-dire qui était venue de Vundu. Il y a Boudini qui était venu de Vundu avec son frère Mossi et qui était donc dans ses secrets, qui savait que son frère avait dit que c'est Gomché Mossi qui devait être le chef en attendant l'émancipation de son jeune frère. C'est comme ça que mon grand-père est mort, je crois, le 26 mars 1945. Et pour partir de Doumé, Gomché n'était pas au courant. Il a été informé par son frère Mbekpa, qui était aussi posté à Natigal, un message télégraphique. Il est parti de Doumé à pied, à travers les corridors internes, pour arriver à Anguilla, peut-être 4 ou 5 jours après. Alors, les gens ont demandé à la grand-mère, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Le trône est en vide. Elle a dit, mais le propriétaire, la nourriture n'est pas encore là, vous voulez faire descendre la nourriture du grenier? Chacun a compris. Et quand Gomché est arrivé, la grand-mère a dit que voilà, votre grand frère est là, allez vous entendre, vous désignez le chef. Donc elle est restée fidèle à la désignation du chef à travers par les princes eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'à l'unanimité, les princes ont choisi Gomché. Gomché, parce que là, on est dans l'histoire qui était chrétien. Il s'appelait Gomché Michel. Quand il a accédé à la chefferie, au trône, parce que notre trône, à travers nos ancêtres qui ont adopté l'islam, est resté islamique. Donc, il est devenu Gomché Mossi Ibrahim. Et son parrain était un de nos grands-pères qui était au quartier Aoussa d'Anguilla, Garba. C'était son parrain qui l'a initié à l'islam et il est devenu un fervent musulman. Lorsque les princes désignent parmi eux un chef, est-ce qu'il y a des rites spécifiques que le chef reçoit? Oui, bien entendu. Un chef sans rite est un chef léger. Dès qu'on a arrêté le chef, comme on dit, immédiatement, on le conduit dans la case sacrée.
on a une case sacrée. Vous vous souvenez, à la table de notre échange, vous avez dit qu'on avait reçu un sac. Ce sac était un sac de pouvoir, c'était un sac de vision, c'est un sac qui est dans la case sacrée. Et c'est un sac qui veille sur les réalités du village et qui doit protéger le chef. Donc, on allume un grand feu et le chef va veiller dans la case sacrée. Il ne doit pas dormir. Il y a donc quelqu'un qui est derrière lui, il y a les femmes et nos tantes, nos sœurs qui l'accompagnent dans ces rites-là. On le secoue là pour qu'il ne dorme pas. Toute la nuit, la veillée, le feu. Et dès que le feu là est monté sur toi, bon, ce n'est pas un feu simple. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui participe à ça. C'est pas mon statut. Mais on y met beaucoup de choses. Pour donner l'ascendant au chef, l'aura et le pouvoir. Chefferie sans pouvoir, c'est pas une chefferie. C'est pas un chef. Donc il y a ce palais de rite, ça c'est un rite essentiel pour la consolidation du pouvoir du chef. Oui, on a parlé, je voulais avoir un peu une idée du lien entre le prof Ousmane Danfodio et une grande. Parce que certains récits disent que on a utilisé une grande pour la conquête djihadiste, pour soumettre les autres peuples à l'islam. Est-ce que... Le thème djihadiste est né aujourd'hui parce que ça, c'est le thème lié au terrorisme. Donc, disons, pour l'expansion de l'islam. L'expansion de l'islam, ouais. Oui. Je dois dire que nous, on n'a jamais participé à la guerre de l'islam. On n'a jamais fait la djihad. En Guinée, on n'a pas soumis les peuples pour qu'ils se convertissent. Regardez, à Kombe-Bengue, c'est les chrétiens. À Nzimi, c'est les chrétiens. Un peu plus haut, à Issandia, c'est les chrétiens. Or, nous sommes entourés par ces chrétiens avec qui nous vivons en bonne intelligence. Nous n'avons jamais fait la guerre pour les amener à changer de religion ou à suivre l'idéologie religieuse de Ousmane Danfodio. Eux, c'était des gens... En fait, ces guerres religieuses, c'était en fait lié au processus de razzia, d'esclavage et tout ça. Donc, non. Il n'a jamais accompagné Ousmane Danfodio dans ces phénomènes de guerre de religion. Nous sommes restés, nous avons adopté la religion islamique. D'ailleurs, tous les Haoussa et les Fulbé qui venaient, parce qu'il a été un grand marché de verroterie, un grand marché d'ivoire, un grand marché de beaucoup de choses qui faisaient drainer beaucoup de populations, parmi lesquelles les Fulbé et les Haoussa. Lorsque mon grand-père s'était islamisé, il leur a offert un espace. Le quartier Haoussa de Ngila que vous voyez là, ça fait partie de Ngila. En passant, comment est-ce que ça s'appelait cet espace? Parce qu'aujourd'hui, il y a des petits problèmes, on appelle Ngila Haoussa. Quel est le vrai nom? Quel est le nom originel de cette zone? Le nom originel, c'est Ngila. C'est le quartier Haoussa de Ngila. Ngila a deux quartiers. Ça, je le dis toujours aux gens. Même si ça déplaît aux autonomistes ou aux gens qui ont des velléités hégémoniques et qui récupèrent dans ce qui n'est pas normal, il y a deux quartiers en Ngila. Ngila Haoussa, où il y a les Haoussa, qui ont été acceptés, à qui on a cédé l'espace il y a près de 100 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus des allogènes. Sur le plan sociologique, on peut à la limite les traiter d'allochtones. Mais nous avons fait des échanges. Nous leur avons donné nos filles. Il y a les enfants, on a des neveux, on a des cousins là-bas. C'est une famille. C'est la même famille. Mais qui, comme d'habitude, sont instrumentalisés, sont manipulés pour une acquisition autonomique, d'autonomie interne, dont on peut faire l'économie. Parce que personne ne leur impose quoi que ce soit. Ils vivent dans la liberté d'un quartier libre où ils prennent les initiatives, où il y a
naturellement le représentant du chef d'Ingila. Voilà ce que l'histoire dit. Parce que pour qu'il y ait une chefferie, il faut qu'il y ait une tradition de chefferie. Il faut qu'il y ait un chef. Il faut qu'il y ait une tradition chefale. C'est-à-dire que leur chef, c'était qui? Leur ancêtre chef, c'était qui? C'est ça le véritable problème. Ça dérange les gens. Mais il faut revenir à l'orthodoxie et rester conforme à l'existant. C'est ça qui facilite l'existentiel. Voilà ce que je peux dire. Alors, restons dans la chefferie de Ngila. Quel est le totem des peuples voûtés de Ngila? En réalité, les peuples voûtés de Ngila n'ont pas de totem. C'est plutôt les Mouniers qui ont un totem. Comme je vous ai dit, il y a c'est la panthère. Donc nous avons comme totem la panthère. On ne mange pas la panthère. Et son voisin plus petit, le chat-tigre. Ça, ce sont nos interdits. C'est les totems de la chefferie, de la famille Mounier, aussi bien des Lintés que des Ngila. Est-ce qu'il y a encore des rites en Ngila? Des rites qui existent parce que le monde évolue, on a tendance à abandonner certains rites. Est-ce que les peuples voûtés de Ngila conservent encore cet héritage culturel des rites? Oui, il y a, je dois dire à la décharge du monarque actuel, monsieur, Sa Majesté Dagomché Adamou, qui a perpétué la tradition à travers d'abord un événement cardinal pour nos villages et pour tous ces habitants. Les cérémonies de nettoyage de tombes qui ont lieu en décembre. Et toutes les tombes sont visitées et nettoyées. Ce n'est pas un processus animiste. Je crois que même chez les chrétiens, là, vous avez le 1er novembre, non? Vous nettoyez les tombes, non? Donc on ne peut pas mettre cela sous la forme de quelque chose qui appartient aux sauvages ou aux animistes. C'est la croyance. Parce qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Je crois qu'en Occident aussi, même s'ils ne le disent pas, le fait de consacrer la journée des Seigneurs saints, qui est un devoir de mémoire, montre qu'il y a la notion de souvenir. Parce que quand vous oubliez vos morts, c'est qu'ils sont alors définitivement morts. Donc il y a ces cérémonies de nettoyage de tombes qui est une clé de voûte culturelle en Ngila et à l'unité. Et généralement, c'est en fin d'année. Ça permet de retrouver des familles. Et lorsqu'on a nettoyé toutes ces tombes, on se rassemble à la tombe centrale qui est au village et à laquelle le chef lui-même va présider les cérémonies à travers un certain nombre de rites qui se passent là-bas pour que nos ancêtres soient des intercesseurs auprès du Très-Haut, auprès de l'incréé qui a tout créé pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons la fertilité, pour que nous ayons la productivité, pour que nous ayons la joie, pour que nous n'ayons pas de malheur, pour que le village vive en paix. Voilà la symbolique autour de ce cérémonial ou de ces cérémonies de nettoyage de tombes. Et c'est aussi une cérémonie qui draine l'ensemble des filles et des fils d'Ingila, qui les rapproche et fait en fait un moment de communion. C'est à cette occasion-là qu'on essaie de raconter l'historique de ce village et les us et coutumes que nous devons suivre et que nos enfants devront suivre après nous. C'est par là où nous allons tous passer. Et même la région me demande cela. Il faut aller sacrer les tombes, il faut aller communion avec ceux qui sont partis. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres rites en dehors du nettoyage des tombes? Bon, il y a des rites qui sont liés à, on appelle ça, les rites, quand on donne les noms aux enfants, le jour de ce rite de nom, il faut raser la tête de l'enfant pour
pour lui ouvrir le chemin et demander à son homonyme tutélaire de l'assister et de lui porter chance et bonheur. Il y a les rites liés au mariage, les rites liés à la dot, qui doivent être accompagnés de bénédictions. Et il y a les rites liés à la mort, les rites de veuvage, les rites pour les orphelins, les rites, par exemple, quand on est veuf, on ne sort pas de la chambre du veuvage avant 3 jours. Et que ce soit les enfants, que ce soit ceux qui fassent ça, on doit les amener à la rivière après avoir rasé les têtes pour les débarrasser de cet instant qui doit passer, cet instant de malheur. On les amène à la rivière pour les laver. On va laver le veuf, on va laver les veuves, on va laver les orphelins pour que la vie continue. Et aussi, il y a les rites de veuvage, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, qu'il faut observer durant une périodicité à fixer et des règles à observer durant cette période de veuvage. Comment s'appelle la danse des peuples de Ngila? La danse des voûtés de Ngila. En réalité, la danse qu'on avait, c'était d'abord la danse guerrière. Donc, un rythme de danse de noblesse. Quand les gens revenaient des conquêtes, ils étaient contents et satisfaits. Des danses comme le timbre, que vous connaissez, le timbre qui est un rythme affolant, et où il y a beaucoup de mouvements de fesses, surtout chez les femmes, et qui fait l'objet d'une attractivité admirative. À côté du timbre, il y a ce qu'on appelle le waimbali. Ça, c'est un rythme qui a été adopté par les baboutés, mais qui vient surtout des baveux. C'est aussi un rythme dynamique et que les baboutés aiment bien. C'est un rythme très vivant que nous avons eu à travers nos voisins, les baveux. Il y a aussi un autre rythme très, très, très bruyant et très dynamique, le bokumur, qui est essentiellement, il nous vient de Nyamba, c'est-à-dire de l'annoncement de Ngoro. Tracer l'histoire d'un peuple ou d'un village n'est pas toujours chose aisée. Surtout quand on vient vous trouver un matin, vous êtes de ce village, vous ne pouvez pas dire que c'est une dictée préparée. Vous devez donner ce que vous avez reçu. Donc il y a certainement quelques manques ou des omissions, mais que d'autres pourront compléter si l'occasion nous est donnée. Mais je serais bien heureux de vous inviter à Ngila lors de la cérémonie de nettoyage de tombes qui auront lieu en décembre là, pour que vous puissiez compléter ce que vous avez commencé et aussi certainement rencontrer Sa Majesté le Chef. Parce que je voudrais dire ici, sans sa permission, que je parle sous son couvert, parce que c'est lui qui est responsable de tout ce qui se fait ou se dit au village sur le plan traditionnel et culturel. Donc, je suis son aîné, mais c'est lui le chef. Je parle donc sous son couvert et j'ai une expérience assez grande sur ce genre d'histoire-là. Voilà un peu ce qu'elle peut dire pour que les gens comprennent que des omissions ou des oublis peuvent avoir été faits dans cet échange. Bon, nous sommes qui Mbeke, il voulait un Mbeke. Que comme quoi, les gars, les deux pôles sans doigt, il y a un doigt d'un doigt. Ni à Gonga, yam, mais il n'avait pas friend, parce qu'il y a une mévité là. Voilà, nous coucou, il y a un autre fois. Voilà, nous coucou, nous n'y est, voilà, nous n'y est.
le tinga gomo kwa na mutum nyanku ati na yana na mga bana do mitana ce ga kuma lamye ba min ku kutu jamme no ku ku bo tutu no ku bo anem yare enere yare na ye no kwa sa wutu bore ni na kama tanga sa wutu gono kwe bo ngwa ye be mitado ga bana be ben ga ba ben yani bo ga obo e be manga tanani mais gamme de kilo sans ba me demde ay ni na beti mo okti vi mo wango che vi no ko kiama duni tanani no ba jami ko tigma le du dese watayana kusa ubi ane tana wa yuibe mvum ba bu ngwena da ya yok hatu kuye ma yok tuku sogma ya mi duni tanaro so que no ba peli ba oli numéro de téléphone moi 677 95 57 35 donc nous table ni sa beau maintenant ni nous avons bien le débat là nous l'homme atao et bon ni me que sukuru diri donne bahi be une place ne mutana mu ya mu vutuba inana kuri ta krenu me ndangdangre ga bin dang bengo sula temi su dangam dang cengam bu suanu ne do amwa ne ma leki ne ma du sarwi ne ma ya ta tuna am kur ne kuchuna kwe wa kuma ga gati ne furi ta kribi gati non seulement furi ma gati nyam gabe ne ma ya dele fuki bolai gaba umutu nim kuchuna kwe ni magere fike ni do ko hoku uginya be ho nkire manyamna manyana dongu gile kwe nya ngo nya be da wa ugun ngo nya be ho wa ding to nya bi haru ba ko ka tum suna ci munu wo no ma foto tunane mu ya ko bete a adu ngam be di ngam ci ne no na sarap se no wi ko bete ba nam adu num adi na sarap a nasara to na rabbi no la di no di nasara ce qui veut dire que à tout peuple voûté ne suivons pas la culture des Français qui sont des Français. Les Français nous ont appris à parler, c'est-à-dire à dialoguer avec d'autres peuples et à nous exprimer et puis faire nos activités en français. Mais nous avons notre coutume que nous ne devons pas laisser. Nous ne faudrait pas rester au carrefour. Ils ne sont ni français, ni bantou. Donc nous sommes au carrefour, il faudrait qu'on prenne notre carrefour, notre piste, tout en pensant que le français que nous apprenons nous sert à autre chose. Mon light, ça m'interpelle d'un fils, Bangou Bedim Tine Dawa, sache que Bangou Lonté, qui ne dort pas, d'un âme pour ne meurt de village. Il y a la mort partout. Il a eu que saluer. Il vient travailler. Nous, on a vu pour on a amené pour nous. Et un peuple qui a un mandant n'a pas de tradition. On a n'a pas de mémoire. On a de mémoire d'avoir revenu. Jorna, dans le petit déjà dans la vie. On a ce que là, on a un an qui vient. Sorte de l'unité. On a Nasarata mieux vaut tard que jamais. On a n'est jamais tard. Tu as eu like. No more do it, worry.